Pensez-vous que la guerre est gagnée par celui qui possède les meilleures armes? Les ingénieurs allemands le croyaient aussi. Ils ont conçu le Tigre, un chef-d'œuvre où chaque détail est ajusté au micron près et où l'équipage se sent comme dans une limousine. Ils se moquaient des chars soviétiques, les qualifiant de tracteurs au blindage troué. Mais alors, pourquoi ces machines allemandes parfaites ont-elles fini par rouiller sur les bas-côtés, tandis que les T-34, grossiers, effrayants et soudés à la hâte, sont entrés dans Berlin? Ici, nous allons dévoiler la terrible mathématique de la guerre, celle que les manuels scolaires passent sous silence. Vous découvrirez pourquoi une trappe non hermétique vaut mieux qu'une trappe étanche, comment des chars zombies revenaient de l'au-delà à 3 reprises et pourquoi la qualité allemande est devenue leur arrêt de mort. Lisez jusqu'au bout. Cette réponse bouleversera votre conception de la victoire. Août 1941. La poussière de la steppe ukrainienne forme un mur compact, obstruant les filtres, se déposant sur le blindage frontal, crissant sous les dents. Le fracas des chenilles couvre tous les bruits du monde vivant. Ce n'est pas simplement une offensive, c'est le travail d'un mécanisme parfaitement huilé. La machine de guerre allemande broie l'espace et le temps avec la précision d'un chronomètre suisse. Dans les viseurs des tireurs, on aperçoit des silos à grains en feu et les carcasses abandonnées des chars légers soviétiques BT-7 qui n'ont même pas eu le temps de tourner leurs tourelles. Pour la Wehrmacht, la guerre s'est transformée en un problème logistique. La question n'est plus « allons-nous gagner ?», mais « combien de carburant faudra-t-il pour atteindre Moscou ?» Dans les jumelles des officiers, les panoramas des villes en flammes ressemblent à un rapport d'activité. Le Donbass, cœur de l'industrie soviétique, s'étend devant eux comme sur la paume de la main. Les mines, les hauts fourneaux, les laminoirs, tout cela est soit déjà capturé, soit le sera dans les prochaines 48 heures. Dans le wagon d'état-major du général Halder, il flotte une odeur de tabac coûteux, d'eau de Cologne et d'assurance. Ici, dans un silence seulement troublé par le froissement des cartes et le cliquetis des machines à écrire, se forge l'illusion d'un triomphe absolu. Le chef d'état-major de l'armée de terre note dans son journal intime. L'écriture est régulière, l'appui ferme. Le sens de la note est simple. La campagne contre la Russie est gagnée en 2 semaines. Ce n'est pas de la vantardise. C'est une conclusion fondée sur une logique allemande impeccable. Cette logique est implacable. Les analystes allemands ont tout calculé. Ils connaissent la capacité des chemins de fer soviétiques. Ils connaissent les réserves d'anthracite. Ils connaissent la quantité d'additifs d'alliage pour l'acier blindé. La conclusion est sans appel. L'Union soviétique est un colosse aux pieds d'argile. Et ses pieds sont déjà brisés. La perte du bassin houillé de Donetsk et de la métallurgie du Sud signifie bien plus qu'une défaite militaire. Cela signifie une mort industrielle. Sans charbon, pas d'acier. Sans acier, pas de chars. La mathématique de la guerre est inexorable. Les services de renseignement du Reich déposent un rapport sur le bureau. Les chiffres sont secs comme une sentence. Le potentiel industriel des soviétiques est détruit. Les principales usines de chars de Kharkov et de Leningrad sont à portée des bombardiers de la Luftwaffe ou déjà menacées de capture. Selon les calculs du département Armée étrangère Est, les Russes ne sont capables de produire que 100 chars par mois au maximum. 100 machines pour un front long de 3000 km. C'est une erreur statistique. C'est le néant. Quelque part près d'Uman, au bord d'un champ de tournesol conquis, une horche de commandement s'arrête. La portière s'ouvre, une botte de cuir noir foule la terre sèche et craquelée. 2 officiers de la Wehrmacht regardent l'horizon obscurci par une fumée noire. Ils ne ressentent aucune peur, seulement une légère lassitude due à la route interminable et à la poussière. « Regardez cette fumée, Gunther », dit l'officier supérieur en retirant ses gants pour en secouer la poussière grise.
C'est leur dernière chance qui part en fumée. Les renseignements rapportent qu'ils essaient d'évacuer les machines-outils, répond le second en sortant son étui à cigarette. On dit qu'ils les chargent directement sous le feu de l'artillerie. Quelle barbarie, ricane le premier. Ils pensent qu'on peut prendre une usine et simplement la transporter en Sibérie. Ce n'est pas une valise de linge. Ce sont des fondations, des fourneaux, de l'énergie. Ce sont donc de simples convulsions. Exactement. Un tas de ferraille. D'ici l'hiver, il ne leur restera que des fusils et de la cavalerie. Nous combattons un cadavre qui a simplement oublié de se coucher dans sa tombe. Le cliquetis du briquet résonne plus fort que la canonnade au loin. Pour ces hommes, la guerre est déjà passée en phase de nettoyage. Ils croient sincèrement qu'une usine est un bâtiment, que l'industrie, ce sont des murs. Pour eux, élevés dans une culture où un atelier se construit pendant des années, où chaque machine a sa place réglée au millimètre près, il est impossible d'imaginer autre chose. Ils ne comprennent pas que pour leur ennemi, l'usine a cessé d'être un point géographique. Pendant ce temps, sur les cartes à Berlin, les flèches rouges de la Wehrmacht tranchent la défense soviétique comme un scalpel dans une chair putréfiée. Des encerclements près de Kiev, des chaudrons près de Vyazma, des millions de prisonniers, des montagnes d'armes capturées. Les photos du front confirment la justesse des analystes. Colonnes détruites, chars abandonnés sur les bas-côtés avec les écoutilles ouvertes. Il semble que la colonne vertébrale d'acier de l'armée rouge soit brisée. Les ingénieurs allemands, arrivant dans les villes conquises, inspectent avec dégoût les ateliers soviétiques. Primitif, tel est le verdict après l'inspection de la fonderie de Dniepropetrovsk. Moulage grossier, faible culture de production, absence de finition. Ils rient. Ils voient dans cette grossièreté une faiblesse. Il leur semble qu'une technique fabriquée avec tant de négligence ne peut pas lutter contre les chefs-d'œuvre de Krupp et Henschel. Le char allemand est une œuvre d'art, où chaque pièce est ajustée à la main, où la transmission fonctionne avec la douceur d'une limousine, où l'équipage se sent à l'aise. Le char russe, à leurs yeux, est un tracteur blindé de tôle de chaudière. Personne à l'état-major ne pose la question « Et si cette grossièreté n'était pas un défaut, mais une caractéristique ? Et si l'absence de finition était le moyen de fabriquer non pas 100, mais 1000 machines ?» Ces questions se noient dans le champagne des communiqués de victoire. L'excès de confiance devient une drogue. Elle aveugle. Les généraux ne voient que ce qu'ils veulent voir. Une carte sur laquelle il reste moins d'un mois de route jusqu'à Moscou. Le stéréotype du barbare russe leur joue un mauvais tour. Ils estiment que la logistique complexe de l'évacuation est impossible pour un peuple qui, selon eux, ne sait même pas construire des routes normales. Ils ne prennent pas en compte le facteur du désespoir. Ce facteur qui transforme la physique en psychologie et la logistique en religion de survie. Tandis que le maître artisan allemand à Essen essuie son viseur optique avec un chiffon, vérifiant la fiche technique où 40 minutes sont allouées à une seule opération, à l'Est se produit quelque chose qui ne rentre pas dans les normes du Reich. Là-bas, au-delà de la ligne de front que les Allemands considèrent comme la ligne d'arrivée, un mouvement commence. Mais ce n'est pas un mouvement de blindés, c'est un mouvement de train. Combien de chars leur reste-t-il ? Demande un général en réunion, pointant sa baguette sur la carte de l'Oural. Selon nos données, les réserves sont épuisées, mon général. La production est arrêtée en raison de la perte des principales capacités. Ils jettent au combat des machines d'entraînement. Parfait. Cela signifie qu'à Noël, nous boirons du schnapps dans des appartements chauds. Un rire éclate dans le bureau. Le rire de gens qui ont signé leur propre arrêt de mort, mais ne le savent pas encore. Ils regardent la carte, mais ne voient qu'un territoire. Ils n'entendent pas le grondement qui commence déjà à monter des profondeurs du continent. Ce n'est pas le grondement des moteurs, mais celui de milliers d'essieux claquant sur les joints des rails. La stratégie allemande reposait sur le blitzkrieg,
La guerre éclaire. Frappe, percée, encerclement, victoire. Toutes les ressources étaient calculées pour un sprint court. Chars, camions, avions, tout avait été créé pour une seule attaque fulgurante. Personne n'avait préparé l'industrie du Reich à un marathon d'usure. Pourquoi faire? L'adversaire était déjà vaincu. L'Empire, bâti sur l'ordre et le calcul, s'est heurté au chaos qu'il a pris pour de la faiblesse. Mais dans ce chaos naissait une nouvelle structure effrayante. Une structure où la vie humaine ne vaut rien, mais où le temps vaut plus que l'or. Les Allemands comptaient les divisions. Les Russes ont commencé à compter les heures. L'erreur de calcul ne résidait pas dans les chiffres. L'erreur était philosophique. Berlin était persuadé qu'en détruisant les murs des usines, il avait tué la production. Il n'avait pas compris l'essentiel. Une usine, ce ne sont pas des murs. Une usine, ce sont des hommes et des machines. Et tant qu'il reste un ingénieur en vie et qu'un arbre de transmission tourne, la guerre n'est pas finie. L'illusion de la victoire était douce. Elle berçait. Elle incitait à la détente. Pourquoi tendre l'arrière, faire passer l'économie sur les rails d'une guerre totale, si l'ours russe se vide déjà de son sang et s'apprête à rendre l'âme? Le génie allemand, aveuglé par son propre éclat, n'a pas remarqué que de la poussière sanglante et du chaos commençait à s'élever quelque chose sans précédent dans l'histoire des guerres. Le métal a tenu, mais les hommes ont-ils tenu? Et c'est là que commence la véritable course. Une course où une seconde d'arrêt équivaut à la mort et une soudure superflue à un crime. Octobre 1941. Près de Mtsensk, la terre se transforme en une masse noire, grasse et gluante. La célèbre Rasputitsa russe. Les colonnes allemandes, qui hier encore volaient vers l'avant à la vitesse de trains express, s'immobilisent. Les chenilles étroites des panzers de type 3 et 4 pétrissent la boue, impuissante. L'élégante technique allemande, conçue pour les autoroutes européennes, coule. Les transmissions hurlent de surcharge. Les conducteurs maudissent ce pays, cette boue et ce climat. Mais le véritable cauchemar ne les attend pas sous les chenilles. Il surgit du brouillard. Une silhouette inconnue, basse, prédatrice, avec des angles anormalement inclinés. Pas d'angle droit, habituel pour l'école de design allemande. C'est le T-34. Une machine dont l'existence était niée par le renseignement allemand et jugée impossible par la logique. Pour les équipages de la Wehrmacht, cette rencontre devient le premier choc avec une réalité où leur supériorité technique est annulée par la physique. Le commandant du char allemand regarde dans son périscope. Distance 600 mètres. Position idéale pour le tir. Son canon de 50 mm devrait transpercer cette ferraille russe de part en part. « Feu !» râle-t-il dans son laryngophone. Coup de canon, fracas. L'obus file vers la cible. Le tireur allemand a l'habitude de voir la tourelle ennemie se transformer en torche après un tel impact. Mais l'impossible se produit. Une gerbe d'étincelles. L'obus frappe le blindage frontal du T-34 et ricoche vers le ciel dans un sifflement. « Impact !» crie le tireur. Mais il ne brûle pas. « Encore une fois, perforant, plus vite !» C'est là l'essence de la révolution technique apportée sur chenille par les constructeurs Kochkin et Morozov. L'inclinaison du blindage. Une idée géniale dans sa simplicité. Une plaque d'acier de seulement 45 mm d'épaisseur, installée à un angle de 60 degrés, se transforme pour le projectile en vol en 90 mm de métal. Plus la probabilité de glissement. L'obus allemand ne peut pas mordre la surface lisse et inclinée. L'énergie cinétique s'envole. Le T-34 tourne sa tourelle. Lentement, avec le lourd bourdonnement du moteur électrique. Son canon regarde droit dans l'âme de l'équipage allemand. 76 mm.
Un calibre qui était auparavant réservé à l'artillerie est maintenant monté sur un char moyen. Pour les boîtes allemandes, avec leur blindage vertical, c'est une condamnation. Le tir du char soviétique sonne différemment, plus sourd, plus puissant. L'obus explosif frappe la tourelle du Panzer. L'explosion arrache les écoutilles, commotionne l'équipage, déchire les fines cloisons. La machine allemande n'est pas simplement touchée, elle est éviscérée par un coup de massue. « Arrière! Plat gaz arrière !» hurle le commandant allemand, comprenant que son canon est un jouet d'enfant contre ce monstre. Mais le Panzer ne bouge pas. Il patine. La pression au sol de la machine allemande est trop élevée. Elle est l'otage de son propre poids et de ses chenilles étroites. Le T-34, lui, avance sur la même boue comme un canot sur l'eau. Chenilles larges, crampons imposants. Le puissant moteur diesel V2 rugit, crachant une fumée noire. Le diesel, une autre différence devenue fatale pour la Panzerwaffe. Les chars allemands fonctionnent à l'essence. Un impact chanceux dans le compartiment moteur, une étincelle, et les vapeurs d'essence transforment le compartiment de combat en crématorium en quelques secondes. Les tankistes de la Wehrmacht brûlent vifs. Le diesel soviétique fonctionne au gazole. C'est difficile à enflammer. Même un réservoir percé n'est pas toujours synonyme de mort. C'est une chance de survivre et de continuer le combat. Sur les fréquences allemandes, c'est la panique. Les obus ricochent, on ne peut pas les percer. Ce sont des démons, ils foncent droit sur nous. Le général Guderian notera plus tard dans son journal: la supériorité du T-34 était écrasante. Nos canons ne pouvaient le percer que par l'arrière et à distance de tir de pistolet. C'était un choc, un chaos technologique. Une nation d'ingénieurs, fière de ses mécanismes, a soudain découvert qu'elle avait été surclassée. Et surclassée non par la complexité, mais par un utilitarisme grossier et efficace. Les experts allemands examinent fébrilement le premier exemplaire capturé. Ils n'en croient pas leurs yeux. Regardez la transmission, Hans. C'est le siècle dernier, pointe du doigt un ingénieur en combinaison sale. Les vitesses se passent à la masse. La visibilité est terrible. Le commandant fait aussi office de tireur. L'ergonomie est inexistante. Mais regardez le blindage, répond doucement l'autre en passant la main sur le flanc froid et grossier de la tourelle. Il est d'un seul bloc, moulé. Et ce moteur, bloc en aluminium, 400 chevaux. Il voit un paradoxe. La machine est fabriquée grossièrement. Les soudures ne sont pas nettoyées. L'intérieur est étroit et inconfortable. Mais en tant qu'unité de combat, c'est une arme absolue. Le T-34 n'a pas été créé pour les parades. Il n'a pas été créé pour le confort. Il a été créé pour vivre sur le champ de bataille exactement le temps nécessaire pour un tir efficace. C'est un projectile de 30 tonnes. Le duel dans la steppe automnale se termine par l'anéantissement de la compagnie allemande. Les croix brûlent sur les flancs. La fumée noire des incendies d'essence rase le sol. Une T-34 passe devant la carcasse fumante d'un Panzer III. Le cliquetis de ses chenilles est le son d'une ère nouvelle. Le temps des duels élégants est révolu. L'ère de l'extermination massive de la technique est arrivée. Le commandement allemand est sous le choc. Tous les plans de la campagne d'été, tous les calculs de pénétration de blindage finissent à la poubelle. Ils ont besoin d'une nouvelle arme. Ils ont besoin d'une réponse, urgemment. Le tigre et la panthère apparaîtront sur les plans comme une réaction à cette peur. Comme une tentative de copier le blindage incliné, mais en le faisant à l'allemande, plus épais, plus complexe, de meilleure qualité. Mais pendant qu'à Berlin on dessine de nouveaux monstres, sur le front, les soldats de la Wehrmacht éprouvent une terreur animale devant le T-34. Ils le surnomment Mickey Mouse,
à cause de la forme caractéristique des deux écoutilles ouvertes sur la tourelle, rappelant des oreilles. Mais il n'y a aucun arrière dans ce surnom, seulement une hystérie nerveuse. Quand ses oreilles s'élèvent au-dessus de la colline, l'infanterie allemande sait que ses canons anti-chars sont inutiles. Le char a cessé d'être une simple machine de soutien. Il est devenu le roi du champ de bataille. Et ce roi parlait russe, rugissait avec un échappement diesel et ne craignait pas la boue. Les Allemands ont compris qu'ils avaient perdu cette manche sur le plan qualitatif. Leur seul espoir résidait désormais dans la quantité, dans le fait qu'il y avait peu de chars russes, que les usines étaient détruites, que ces monstres d'acier ne pouvaient venir de nulle part ailleurs. Mais ils se trompaient encore. Le char qu'ils ont rencontré dans le champ n'était que la première goutte d'une tempête imminente. Pendant que les premiers panzers brûlaient sur le front, loin à l'arrière, se déroulait quelque chose de plus effrayant que n'importe quelle attaque de blindés. Les trains chargés d'équipements approchaient déjà des quais vides et enneigés. La logistique préparait sa contre-attaque. Le fer avait résisté à l'épreuve du feu. Maintenant, l'homme devait résister à l'épreuve. Devant eux, l'enfer glacé de l'Oural. Novembre 1941. Les voies ferrées de l'Union soviétique gémissent sous le poids. Ce qui se passe maintenant, les renseignements allemands l'appellent une fuite. Mais ce n'est pas une fuite. C'est la plus grande opération logistique de transplantation d'organes industriels de l'histoire. Des usines entières sont arrachées de leur site d'origine, déracinées de leurs fondations en béton et chargées sur des plateformes ouvertes. L'usine de locomotives de Kharkov numéro 183, le berceau de la construction de chars. En temps de paix, son démontage aurait demandé des mois de planification et des années de travail. Aujourd'hui, les ingénieurs ont des jours. On ne débranche pas les câbles, on les coupe à la hache. On ne démonte pas les machines, on les arrache de leurs ancrages avec des treuils. Dans le chaos du chargement, sous le hurlement des sirènes d'alerte aérienne, tout est jeté dans les wagons. Presses uniques, stocks d'acier alliés, archives de plans et des hommes. Des milliers d'hommes. Les trains partent vers l'est en un flux ininterrompu. L'intervalle entre les convois est de quelques minutes. Les locomotives fonctionnent à la limite, tirant un poids dépassant toutes les normes. Sur les plateformes ouvertes, seulement couvertes de bâches, voyagent des tours. À côté, dans des wagons chauffés, où la température dépasse à peine zéro, voyagent les tourneurs. Ils dorment assis, serrés les uns contre les autres, pour conserver la chaleur. Beaucoup d'entre eux ne reverront jamais leur maison. Leur nouvelle adresse est Ville N, un point sur la carte de l'Oural, où il n'y a pour l'instant que de la forêt et de la neige. Nijni Tagil, décembre. La température de l'air chute à moins 40 degrés. L'air est si dense et glacé qu'il fait mal à respirer. Les poumons brûlent à chaque inspiration. Dans ce désert blanc, le train s'arrête. Les gens sautent des wagons dans la neige jusqu'à la taille. Autour, ni atelier, ni grue, ni logement. Seulement la taïga et la terre gelée, dure comme de la pierre. La tâche confiée au directeur de l'usine sonne comme un délire de fou. Lancer la production de chars dans 2 semaines. Pas construire une usine, mais commencer à sortir des produits. Les planificateurs allemands, voyant ces conditions, auraient rédigé un rapport sur l'impossibilité de la mission. Les ingénieurs soviétiques prennent simplement des barres à mine en silence. Le déchargement se fait à la main. On fait glisser des bâtis de plusieurs tonnes depuis les plateformes sur des rondins de bois. Les cordes rompent sous la pension. Les hommes glissent, tombent, mais se relèvent. Si une machine tombe dans la neige, il faudra la relever à la main. Un travail infernal.
La graisse dans les roulements gèle et se transforme en pierre. Pour faire tourner un arbre, il faut allumer des feux directement sous le ventre métallique de la machine. Dans ces conditions, le métal change de propriété. L'acier devient fragile comme du verre. Sous un coup de masse, un axe de chenille en alliage peut voler en éclats. Toucher le fer gelé à main nue signifie une brûlure instantanée. La peau reste collée au métal. Les gens travaillent avec des moufles ouatées qui s'imbibent rapidement de mazout et durcissent au froid, se transformant en blocs de glace. Au milieu d'un champ enneigé, à ciel ouvert, on dégage un espace. On pose les machines directement sur le sol gelé, sans fondation. Les électriciens tirent les câbles à même la neige, les suspendant à des poteaux provisoires. « Du jus! Envoie le jus !» crie le chef d'équipe, couvrant le bruit du vent. La première machine s'anime. La neige autour d'elle commence à fondre sous la chaleur du moteur en marche, se transformant en gadoue sale. Le tourneur se place devant la broche. La neige tombe sur lui. Les copeaux qui volent sous l'outil grésillent en tombant dans la congère. Cela semble surréaliste. Pas d'usine, pas de mur, pas de toit. Mais la production est lancée. On commencera à élever les murs plus tard, autour des gens qui travaillent déjà. Les maçons poseront des briques debout sur des échafaudages, tandis qu'en bas, dans la pénombre éclairée par des lampes portatives, on usinera des couronnes de tourelles. Le directeur de l'usine, Youri Maksarev, marche à travers ce chantier fantôme. Son visage est gris de manque de sommeil, ses yeux sont enflammés. Le chef électricien court vers lui, tremblant de froid dans son fin manteau. « Youri Evgenievitch, on ne peut pas brancher les presses. Le câble ne tiendra pas, l'isolation craque au froid. »« On va brûler la sous-station !» Maksarev s'arrête. Il regarde l'électricien d'un regard lourd et fixe. « Si demain la première coque ne sort pas des portes, ce ne sont pas les Allemands qui nous fusilleront. C'est notre conscience. Branche en direct. Si ça brûle, on réparera. Mais les gens patienteront. Les chars ne peuvent pas attendre. Exécution. » Et ils exécutent. Ce n'est pas de l'héroïsme au travail, au sens de la propagande sur affiche. C'est un désir bestial de survivre. Les gens comprennent. Ce qu'ils font ici, dans cet enfer glacé, est la seule chose qui sépare leur famille au front de la mort. La fatigue disparaît, dissoute dans le froid. Il ne reste qu'un rythme mécanique. Prendre la pièce brute, fixer, usiner, enlever, répéter. Le quart dure 12, 14, 16 heures. La notion de journée de travail disparaît. Il n'y a que le quart et un bref sommeil dans un baraquement où 80 personnes se partagent 40 lits. On dort à tour de rôle. La nourriture est une soupe de pommes de terre gelée et une ration de pain qui devient dure comme une brique au froid. Les femmes et les adolescents remplacent les hommes partis au front. Un gamin de 14 ans se met devant une fraiseuse. Il est trop petit, il n'atteint pas les manettes de commande. On lui met sous les pieds une caisse en bois d'obus. Maintenant, il fait partie de la machine. Ses mains, petites, gercées par le froid, attractent avec assurance la bonne cote au micromètre. Il ne pleure pas. Il n'a pas la force de pleurer. Il sait, la norme, c'est 120 pièces. S'il ne le fait pas, le char ne roulera pas. Dans les états-majors allemands, on est persuadé que l'évacuation signe la fin de l'industrie soviétique. Ils pensent que les usines transférées ne commenceront à produire que dans 1 an au minimum. On ne peut pas mettre en place une production de haute précision en plein champ, écrivent les experts de Krupp. Ils ont raison. Selon les lois du monde normal, c'est impossible. Mais ici, dans l'Oural, les lois du monde normal sont abolies. Ici s'applique la loi du temps de guerre. L'impossible doit être fait immédiatement. Dès janvier 1942,
les premiers trains de T-34 de l'Oural partent vers l'ouest. Ces chars sont grossiers. Sur leur blindage, on voit les traces de soudure négligées, faites par des mains gelées. On ne les peint pas. Il n'y a ni temps, ni peinture. Et à quoi bon, si en hiver, ils deviendront de toute façon blancs de neige, et au printemps, gris de boue. Mais à l'intérieur de ces machines brutes, bat un cœur lancé au mépris des lois de la physique. Le diesel rugit, et ce rugissement est la réponse aux théoriciens allemands. Pendant que dans les ateliers chauds d'Allemagne, les maîtres ajustent les jeux, dans l'Oural, sous la neige, par -40, un adolescent enfonce à la masse l'axe d'un maillon de chenille, terminant l'assemblage. Le miracle logistique a eu lieu. L'usine numéro 183 n'a pas simplement déménagé, elle a muté. Elle s'est débarrassée de tout le superflu, confort, sécurité, chaleur, murs, et s'est transformée en pure fonction. La fonction de produire la mort pour l'ennemi. L'Oural est devenu le cœur d'acier du pays. Et ce cœur a commencé à pomper du sang blindé avec un rythme que le renseignement allemand ne pouvait même pas imaginer. La neige continue de tomber sur les tourelles encore chaudes, tout juste soudées. Le train siffle. Un nouveau lot de chars part dans l'obscurité. Sur le flanc de l'une des machines, il est écrit à la craie « Pour la patrie », écrit par une main d'enfant, tremblante de froid. Mais l'écriture est ferme. Le duel entre dans une nouvelle phase. Désormais, contre la qualité allemande, joue la quantité de l'Oural, multipliée par une rage glaciale. Dans les bureaux d'études du Reich règne une propreté stérile. Ici, sous la lumière vive des lampes, naît la perfection. L'ingénieur allemand n'est pas seulement un technicien, c'est un artiste travaillant le métal. Sa philosophie est simple et, semblerait-il, indiscutable. La meilleure arme bat la pire. C'est pourquoi chaque composant du char Tigre ou Panthère est conçu comme un chef-d'œuvre de mécanique de précision. Les tolérances se mesurent en microns. Les engrenages de la boîte de vitesse subissent un polissage en plusieurs étapes pour assurer un engrainement parfait et un fonctionnement silencieux. Dans les ateliers de la société Henschel, un maître en blouse blanche prend en main une pièce finie. Il met ses lunettes, prend une loupe et examine la surface lentement, avec amour. S'il trouve la moindre rayure, la moindre bavure, la pièce part au rebut. La qualité est une religion. Le char allemand doit être fiable, confortable et durable. Il est conçu pour des années d'exploitation. Cette logique ne comporte qu'une seule faille. Elle ne prend pas en compte la réalité du front de l'Est. À des milliers de kilomètres d'Essen, dans un bureau enfumé et froid de Nijni Tagil, le concepteur en chef, Alexandre Morozov, regarde les plans du T-34. Il n'a pas pour tâche de créer un char idéal. Il a pour tâche de créer un char qui peut être assemblé par les mains d'écoliers d'hier en un seul quart de travail. Morozov prend un crayon rouge. D'un geste brusque, il raye des assemblages entiers. « Enlevez ça !» lance-t-il au technologue. « C'est superflu, c'est trop complexe. » « Mais Alexandre Alexandrovitch, cela réduira la durée de vie du moteur de 200 heures, objecte l'ingénieur principal, essayant de sauver le système de filtration complexe. Un char vit 3 attaques au combat. C'est au maximum 40 heures. Pourquoi lui donner une ressource de 200 heures? Nous n'avons pas besoin d'un moteur éternel pour un cadavre. Coupez! C'est une arithmétique cruelle. Mais c'est elle qui devient la philosophie de la construction de chars soviétiques. De la conception du T-34, on jette impitoyablement tout ce qui n'influence pas la capacité de rouler et de tirer. Moins 900 pièces. 900 éléments qu'il fallait mouler, tourner, tremper et assembler disparaissent simplement de la fiche technique. Au lieu du fraisage,
l'emboutissage. Au lieu des boulons, une soudure grossière. Au lieu de sièges moelleux, une bâche sur un cadre en bois. Abandon des bandages en caoutchouc sur les galets à cause de la pénurie de caoutchouc. Maintenant, le char ferraille en roulant comme un concasseur. L'équipage devient sourd à cause du fracas du métal contre le métal. Mais l'usine économise des tonnes de caoutchouc rares et des milliers d'heures hommes. Le maître allemand passe 4 heures à polir un arbre. L'adolescent soviétique à Nijni Tagil ne sait même pas ce qu'est le polissage. Il prend la pièce brute, tout juste refroidie après la forge, et la fourre dans la machine. Un passage de l'outil. Un copeau épais comme un doigt tombe au sol. Les dimensions sont dans la tolérance. Dans la tolérance. Au suivant. La surface de la pièce est rugueuse, grossière, marquée par l'outil. Le contrôle qualité allemand s'évanouirait. Le représentant militaire soviétique tamponne « accepté ». Dans l'atelier de soudure se produit une véritable révolution que les Allemands ont manquée. La soudure manuelle exige une qualification. Il faut former un soudeur pendant des années pour que le joint soit régulier et étanche. L'URSS n'a pas d'années, elle a des jours. L'académicien Patton introduit la soudure automatique sous flux. Désormais, le processus ressemble à ceci. Un gamin installe les plaques de blindage, verse de la poudre sur le joint et appuie sur un bouton. L'automate rampe le long du joint tout seul. On ne voit pas l'arc, il n'y a pas d'éclaboussure. Le joint est grossier, épais, semblable à une cicatrice, mais il est monolithique. La pénétration est si profonde que le blindage craquera à un nouvel endroit plutôt que de se séparer au niveau de la soudure. Les ingénieurs allemands, étudiant les chars capturés, noteront avec horreur « Ces soudures ne sont pas faites par des humains, c'est un travail de machine ». Ils ne pouvaient pas croire que les Russes avaient automatisé un processus qui, en Allemagne, était considéré comme le sommet de l'artisanat. Le dialogue dans le bureau du technologue en chef de l'usine tourne au cri. Le chef d'atelier jette une pièce sur la table, un levier de changement de vitesse. Il ressemble à un morceau d'armature auquel on a soudé tant bien que mal une pomme. « Vous voulez que je mette ça dans un char ?» hurle-t-il. « C'est une honte. Les soldats vont se mettre les mains en sang. » « Les soldats brûleront dans le char s'il ne sort pas de l'atelier aujourd'hui, » répond durement le technologue sans lever les yeux de sa feuille. « La fonction est remplie? La vitesse passe? Elle passe si on tape avec le pied. Alors on installe. Ils peindront à l'unité. Question suivante. » Ici, à l'arrière, une rupture de conscience se produit. Les ingénieurs de la vieille école, habitués à la culture de la production, sont forcés de tuer le perfectionniste en eux. Ils apprennent à penser en catégorie de « nécessaire » et « suffisant ». Si une pièce peut ne pas être peinte, on ne la peint pas. Si un couvercle de trappe peut être embouti dans une tôle au lieu d'être moulé, on l'emboutit. L'approche allemande est la création de mécanismes complexes à partir d'une multitude de composants idéaux. L'approche soviétique est la création d'un système unique et grossier où la qualité de la pièce individuelle n'a pas d'importance. Seul le résultat final compte, le tir. Le T-34 se transforme en Kalachnikov sur chenille. Les jeux sont énormes, tout vibre et bouge, mais ce sont justement ces espaces qui permettent au mécanisme de fonctionner dans la boue, la poussière et le gel, là où le mécanisme allemand, délicat, se bloque au moindre grain de sable. L'atelier allemand ressemble à une salle d'opération. L'atelier soviétique ressemble à la gueule d'un volcan. Ici volent les scories, la fumée stagne, ça sent l'huile brûlée et la sueur. Il n'y a pas de place pour l'esthétique. Le char qui sort de la chaîne de montage a une allure effrayante. Sur le blindage, des traces de laminage, sur la tourelle, des bavures de fonte ressemblant à de la cellulite. Les soudures forment des bosses. Pour l'œil allemand, c'est une laideur.
C'est une insulte à la pensée technique. Regardez cette trappe de conducteur, grimace avec dégoût un officier allemand chargé des trophées en examinant une machine détruite. Les fentes sont telles qu'on peut y passer un doigt. L'eau coule à l'intérieur quand il pleut. Des sauvages. Il ne comprend pas une chose. Pendant que son usine en Allemagne fabriquait une trappe idéale, hermétique, avec des joints en caoutchouc et une poignée chromée, cette usine sauvage dans l'Oural a fabriqué 50 trappes trouées. Dans cette guerre, la quantité se transforme en une nouvelle qualité. La simplicité de la construction permet d'effectuer des réparations directement dans les champs. Une transmission cassée de Tigre doit être envoyée à l'usine en Allemagne, où nécessite l'appel d'une brigade spéciale avec une grue. Une transmission cassée de T-34, le conducteur mécanicien et 2 soldats peuvent la refaire dans la forêt, en utilisant une masse, une barre à mine et un engage fleuri. La grossièreté soviétique s'est avérée ne pas être un signe de retard, mais le sommet de l'adaptation. C'était le triomphe de l'utilitarisme. Les constructeurs ont compris la terrible vérité de la guerre. Le char est inconsommable. C'est un projectile. Un projectile ne doit pas être beau. Il doit être mortel et bon marché. Alexandre Morozov pose son crayon. Le plan est devenu presque blanc, à force de modifications. Il ne reste que le squelette de la machine. Rien de superflu. Le minimalisme absolu de la mort. En production, dit-il doucement, immédiatement. Le temps économisé sur ces dessins se convertit en milliers de machines. Et ce temps commence à ne plus jouer en faveur du Reich. La mathématique de la guerre entre en vigueur, et ces équations se résolvent non pas par la qualité de l'acier, mais par la quantité d'heures. 30 jours contre 180. Cette fraction deviendra une condamnation. Dans les bureaux de Berlin, le temps s'écoule différemment. Il se mesure aux relèves de la garde, aux pauses déjeuner et aux jours de congé. Dans le Reich, on croit que la qualité gagne la guerre, et la qualité ne supporte pas la précipitation. La naissance du char lourd Tigre est un rituel sacré. C'est un processus étalé sur 6 mois, 180 jours. Imaginez ce cycle. L'immense atelier de l'usine Henschel. Un silence seulement troublé par le bourdonnement des outils électriques. La coque du futur géant reste sur le chantier pendant des semaines. Autour d'elle s'activent des équipes de spécialistes pointus. Les électriciens montent un câblage complexe, disposant les câbles en faisceaux soignés, marquant chaque fil d'une étiquette de couleur. Les hydrauliciens règlent le système de rotation de la tourelle, cherchant une fluidité digne d'un mécanisme d'horlogerie. Les maîtres installent les instruments d'observation, essuyant l'optique avec une peau de chamois spéciale. Chaque soudure est vérifiée aux rayons X. Chaque boulon est serré avec une clé dynamométrique à une force précise. Si le filetage résiste, on change le boulon. Ce n'est pas une production d'armes, c'est la création d'un monument d'ingénierie. Quand le Tigre sort enfin des portes, il est parfait. Il est prêt à détruire. Mais pendant que les Allemands faisaient ce seul char, le calendrier a compté 6 mois. Et maintenant, transportons-nous 4000 km à l'est, à Nijni Tagil. Ici, le temps ne coule pas. Il vole, brûlant dans les foyers des fours Martin. Ici, il n'y a pas de notion de chantier fixe. Ici, il y a le convoyeur. Et ce convoyeur est un nœud coulant autour du cou de la Wehrmacht qui se resserre à chaque mètre d'avancement de la bande. Pendant que les maîtres allemands s'affairaient autour d'un seul Tigre, l'usine soviétique a sorti 21 T-34. Une mathématique meurtrière. 1 contre 21. Ce n'est pas un rapport de perte, c'est un rapport de vitesse. Le cycle de production soviétique est comprimé à 30 jours. Du morceau de minerai au tir sur le polygone, 1 mois.
Cela n'a pas été rendu possible par un miracle. Il n'y a pas de miracle en métallurgie. C'est le résultat d'une rationalisation impitoyable et d'une tension inhumaine. L'usine est passée à la méthode du flux. Le char ne reste plus sur place en s'étoffant de pièces. Il bouge. Il rampe à travers l'atelier comme une carcasse à l'abattoir. Et à chaque mètre, on lui greffe de nouveaux organes. Le convoyeur ne s'arrête pas une seconde. Il avance par à-coups, dictant le rythme de vie de milliers de personnes. L'arrêt de la bande est un incident grave, enquêté comme un sabotage. Le quart est fini, le convoyeur avance. Déjeuner, le convoyeur avance. Alerte aérienne, le convoyeur avance. Les gens mangent directement à leur poste de travail, mordant dans le pain avec des mains huileuses, sans quitter des yeux la pièce qui passe devant eux. Un grondement qui fait vibrer le sol règne dans l'atelier. C'est la voix d'un organisme géant digérant le métal. Ici, pas de responsabilité individuelle pour l'ensemble du char. Ici, chacun est esclave de son opération. Tu as 3 minutes pour serrer 6 écrous sur un galet. Tu n'as pas réussi? Le galet est parti sans écrou et le défaut arrêtera toute la ligne. Tu n'as pas le droit de ne pas réussir. Le chef d'atelier marche le long de la ligne d'assemblage. Ses bottes claquent sur les copeaux métalliques qui jonchent le sol. Il s'arrête près du chef d'équipe de la section transmission. Le visage du chef d'équipe est noir de suie. On ne voit que le blanc des yeux et les dents. Le plan pour le quart est augmenté, lance le chef sans élever la voix. Mais on entend même à travers le vacarme. Il faut donner 5 machines de plus que prévu. Le front brûle. Le chef d'équipe crache par terre. Les gens tombent, Petrovitch. 3e quart sans sommeil. Là, Sidorov s'est endormi debout. Il a failli passer sous la presse. On n'est pas en fer. Les gens ne sont pas en fer, convient le chef, en regardant passer une coque de char. Mais les chars sont en fer. Si on ne fait pas le plan, les Allemands viendront ici. Et alors on dormira pour l'éternité. Réveille les gens, verse de l'eau sur les visages, donne de l'alcool. Je me fiche de comment, mais que les machines sortent. Et les machines sortent. C'est une course à la survie, où le chronomètre est plus effrayant que la mitrailleuse. Le temps de travail pour fabriquer un T-34 est passé de 8000 heures hommes en 1941 à 3000 en 1943. Les Allemands dépensaient 200 000 heures hommes pour un Panthère. Sentez ce gouffre. Pendant que l'ouvrier allemand, sifflotant un air de Wagner, effectue une opération, l'ouvrier soviétique en fait 60. La qualité? Personne n'en parle en termes de bien. On parle en termes d'acceptable. Le char doit rouler 300 km et tirer 100 fois. Tout ce qui est au-delà est du luxe. Les moteurs qui passaient auparavant des jours sur les bancs d'essai tournent maintenant à vide quelques heures. On verse l'huile la moins chère. Au lieu de roulements rares, on met des bagues de glissement. Mais c'est justement cette mathématique primitive qui brise l'échine de la stratégie allemande. Les généraux de la Wehrmacht, en planifiant les opérations, partent des normes classiques de remplacement des pertes. Ils pensent « Nous avons détruit une division russe, il leur faudra 3 mois pour se reformer ». Ils ne savent pas que l'usine de Tagil a déjà produit la technique pour 2 nouvelles divisions pendant qu'ils rédigeaient leur rapport. La visualisation de ce flux est terrifiante. Imaginez les portes de l'atelier d'assemblage. Toutes les 30 minutes, un nouveau char en jaillit, enveloppé de la fumée bleuâtre de l'échappement diesel. Il n'a pas encore passé la réception militaire. La peinture des numéros tactiques n'est pas encore sèche, qu'il monte déjà sur une plateforme ferroviaire. Le train se forme, non pas en jours, mais en heures. Les plateformes s'étendent au-delà de l'horizon. Ce n'est pas un ruisseau, c'est un fleuve d'acier en crue. Les Allemands combattent une armée.
L'URSS combat avec une usine. L'usine est une gigantesque imprimante 3D qui imprime des chars plus vite que la Wehrmacht ne parvient à recharger ses canons. Dans le bureau du directeur de l'usine est accroché un graphique. La ligne rouge de la production grimpe presque à la verticale. C'est l'électrocardiogramme de la guerre. Chaque pic sur ce graphique est une nuit sans sommeil, un dos brisé, un infarctus devant la machine. Mais le prix est payé. Le temps s'est compressé. 6 mois contre 1. L'élégance contre la masse. Le produit unique contre le produit de masse. Le génie de l'ingénierie allemande s'est piégé lui-même dans le perfectionnisme. Ils ont créé les meilleurs gladiateurs du monde, mais les ont lâchés dans l'arène contre des sauterelles. Un gladiateur peut tuer 10, 20, 100 ennemis. Mais quand ils sont des milliers et qu'ils sortent de toutes les fentes sans s'arrêter un instant, l'épée du gladiateur s'émousse. Et dans l'Oural, le quart continue. La sirène hurle, mais personne ne part. Le releveur se met simplement à côté, prenant la poignée de la machine sans arrêter la rotation de la broche. Le travail se transmet comme un bâton de relais. La chaleur des mains d'un ouvrier est remplacée par la chaleur des mains d'un autre. Le métal ne doit pas refroidir, le temps ne doit pas s'arrêter. 30 jours. 30 jours pour transformer un morceau de terre en arme de vengeance. Cette course est déjà gagnée dans les ateliers. Maintenant, les résultats de cette mathématique doivent se voir sur le front. Et quand cette avalanche d'acier bon marché, grossier mais nombreux atteindra la ligne de front, les Allemands comprendront. Leur maîtrise ne signifie plus rien. Printemps 1942. Le vent de la steppe porte une odeur de brûlé et de métal surchauffé. Stalingrad. Ce nom n'est pas encore devenu le symbole de la catastrophe pour l'Allemagne, mais le volant d'inertie est déjà lancé. Les généraux allemands regardent dans leurs jumelles les bâtiments de l'usine de tracteurs de Stalingrad. Pour eux, c'est juste la cible numéro 1 sur la carte du secteur. Un gros point noir qu'il faut effacer avec la gomme de l'artillerie. Ils ne comprennent pas qu'ils ne regardent pas une usine. Ils regardent le canon d'un pistolet braqué sur leur tempe. Ici, sur les rives de la Volga, se produit une fusion unique dans l'histoire des guerres. La ligne de front et la ligne d'assemblage cessent d'exister en tant que concepts séparés. La clôture de l'usine est la ligne de front. L'atelier est l'arrière. La distance entre la naissance du char et sa mort se réduit à quelques centaines de mètres. À l'intérieur des ateliers de l'usine de tracteurs de Stalingrad règne un vacarme infernal. Mais ce n'est pas seulement le bruit des machines. Ce sont les explosions des obus de mortier allemands tombant sur le toit. Les vitres des étages supérieurs sont brisées depuis longtemps. Sous les pieds, crisse un mélange de verre brisé et de copeaux d'acier. Mais le convoyeur avance. Il bouge avec l'obstination d'un condamné. Les chars qui sortent de cette bande ont une allure effrayante. Il n'y a pas de peinture sur eux. Il n'y a plus de temps pour l'atelier de peinture. Les coques brillent de l'éclat nu et prédateur de l'acier brut, couvert par endroits de taches rousses de calamine. Les soudures fument encore. Si l'on pose la main sur le blindage, on peut se brûler. Ce n'est pas une métaphore. Le métal est physiquement chaud. La machine naît dans la fièvre. Les portes de l'atelier s'ouvrent à la volée. De la pénombre, fendant des nuages de poussière, surgit un T-34. Il n'a pas de numéro tactique, pas d'étoile, juste un morceau de fer bourré d'explosifs et de rage. L'équipage saute dans les écoutilles en marche. Le mécanicien conducteur, qui vient de recevoir la machine, n'a même pas eu le temps de vérifier les leviers. Son rodage, ce sont les 5 premières minutes de combat. Son examen, c'est la survie. Du côté allemand, à un demi-kilomètre de l'usine, un officier de la Wehrmacht corrige le tir. « Cible,
Sortie de l'atelier d'assemblage. Explosif, feu rapide. Les obus tombent groupés. La terre vole en fontaine. Un des obus touche la chenille du char qui vient de sortir. La machine tressaute, pivote et se fige. De la fumée s'échappe des écoutilles. « Touché !» crie le tireur du canon allemand. « Coup au but !» Mais la joie dure exactement 10 secondes. Parce que des mêmes portes, contournant la carcasse en feu de son prédécesseur, sort un deuxième char, et derrière lui, un troisième. Cela brise le psychisme. Le soldat allemand a l'habitude de combattre un nombre fini d'ennemis. Il sait, dans le bataillon, il y a tant de machines. Si on en détruit 10, il en restera moins. Mais ici, cette logique ne fonctionne pas. Ici, l'arithmétique est impuissante. Tu détruis un char et l'usine en crache un nouveau immédiatement. Cela ressemble à un combat contre une hydre. À la place d'une tête coupée, 2 nouvelles repoussent instantanément et elles mordent tout de suite. Le dialogue dans la tranchée allemande est imprégné d'une peur poisseuse. « Hans, je vois une colonne. Ils sortent directement des ateliers. Combien sont-ils ? Je ne sais pas. J'ai perdu le compte au 12e. Ils ne finissent jamais. D'où sortent-ils autant de ferraille ? On a pourtant bombardé la sous-station. Ils n'ont pas besoin de lumière pour nous tuer. Charge le sous-calibré, plus vite, avant qu'ils ne percent le flanc. » Les chars partent à l'attaque depuis les roues, au sens littéral. Ils n'ont pas leur dotation complète de munitions. On charge les caisses juste devant les portes, passées par des ouvriers en bleu de travail huileux. Parfois, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui montent dans les chars. Ceux qui assemblaient la transmission tirent maintenant sur ces leviers. Ceux qui réglaient le viseur regardent maintenant dedans vers les casques allemands. C'est un surréalisme industriel. L'infanterie allemande voit foncer sur elle non pas simplement une technique militaire, mais l'industrie de l'Union soviétique elle-même. Le fracas des chenilles se mêle au fracas des presses qui continuent de travailler dans les profondeurs des bâtiments détruits. Pendant que la ligne de défense avant mène le combat, à 100 mètres derrière, dans l'atelier, un fraiseur usine une pièce pour le char suivant, sans prêter attention au sifflement des balles traversant les murs de tôle. À Stalingrad, la notion de durée de vie technique disparaît. Un char vit non pas des heures, mais des minutes. Mais ces minutes suffisent pour tirer, écraser un nid de mitrailleuse et donner le temps au char suivant de sortir des portes. C'est un convoyeur de mort fonctionnant en temps réel. Les pertes sont énormes, mais le flux ne tarit pas. Les rapports allemands de l'époque sont pleins de désarroi. Les chars russes apparaissent comme sortis de terre. Leur état technique est terrible, mais leur quantité écrase toute tactique. L'ennemi se heurte pour la première fois à une guerre totale, où il n'y a pas de séparation entre le front et l'arrière. Toute la ville est un grand mécanisme de destruction. À l'été 1942, sous les murs de l'usine de tracteurs, la machine militaire allemande commence à patiner. Ses engrenages s'encrassent de chair et de fer. Les divisions d'élite de Paulus, qui ont traversé toute l'Europe, s'enlisent dans ce flux de blindage cru. Ils brûlent des centaines de machines, mais à l'horizon apparaissent de nouveaux trains. Le char sans peinture, couvert de mazout et de suie, devient le symbole de cette étape de la guerre. Ce n'est plus un beau duel de technologie comme en 41. C'est une bagarre sale et cruelle dans une ruelle où gagne celui qui a le poing américain le plus lourd et qui est prêt à endurer la douleur plus longtemps. La grossièreté soviétique atteint ici son apogée. Pourquoi peindre un char s'il brûlera dans 1 heure? Pourquoi mettre des phares si le combat a lieu de jour? Pourquoi des sièges si on peut s'asseoir sur une caisse d'obus? L'utilitarisme poussé à l'absurde devient l'efficacité poussée à l'absolu. La rupture de modèle chez l'ennemi est totale. Il s'attendait à ce que les Russes économisent leurs dernières réserves. Au lieu de cela, ils ont reçu une avalanche. Une avalanche d'acier chaud, tout juste soudé, qui ne connaît ni pitié ni peur.
Et dans ce fracas, dans la fumée de Stalingrad en feu, le soldat allemand commence à comprendre. Cette guerre ne peut être gagnée par des tirs. Parce qu'à chaque tir, répond une sirène d'usine annonçant la naissance d'un nouveau vengeur. Le blindage est encore chaud. La soudure n'a pas encore refroidi. Mais la mort que porte ce char est glaciale. Le convoyeur ne s'arrête pas. Le duel continue, mais maintenant, l'initiative passe à ceux qui sont capables de fabriquer des armes plus vite que l'ennemi ne parvient à recharger ses canons. 1943. L'arc de Koursk. Si l'on regarde ce champ depuis le vol d'un avion d'attaque, il ressemble à une gigantesque décharge. L'horizon est obscurci par une fumée grasse et huileuse que même un vent fort ne peut disperser. Ici, la terre est tellement imprégnée de métal que les boussoles deviennent folles. C'est un cimetière de machines s'étendant à l'infini. La bataille de Koursk et le hachoir de Regev ne sont plus de simples batailles. C'est une guerre d'usure totale. C'est une balance dont un plateau porte la qualité allemande et l'autre la réparabilité soviétique. Et le plateau commence à pencher inexorablement du côté de ceux qui savent ressusciter d'entre les morts. Un général allemand dans son abri lit le rapport des pertes ennemies. Les chiffres sont astronomiques. Selon ses calculs, l'armée blindée de Rotmistrov aurait dû cesser d'exister hier. Les Russes ont perdu des centaines de machines. Les champs sont jonchés de leurs carcasses fumantes. Selon toutes les lois de la science militaire, c'est une déroute. La formation doit être retirée à l'arrière pour reformation pendant au moins 2 mois. Mais 3 jours passent. Seulement 3 jours. Et le renseignement rapporte « Les corps blindés russes sont de nouveau sur leur position. Les effectifs sont rétablis à 80%. » Le général jette son crayon sur la carte. C'est impossible. C'est contraire à la logique. D'où sortent-ils des chars? Ils les larguent du ciel? Ils les font pousser dans la terre? La réponse ne se trouve pas dans le ciel, mais dans la boue du no man's land. Dès que la nuit tombe, sur le champ encore fumant du combat diurne, rampent d'étranges ombres. Ce n'est pas de l'infanterie, ce sont les dépanneuses. L'ambulance technique. Des hommes en veste ouatée huileuse, au visage noir de suie, rampent vers les machines touchées. Ils n'ont pas d'armes, à part des chalumeaux et des postes à souder. Leur ennemi n'est pas les Allemands, mais le temps et le poids du métal. Voici un T-34. Il a le flanc percé, la tourelle bloquée, les chenilles déchirées. Pour l'armée allemande, un tel char est une perte irréversible. Il faut l'évacuer avec des tracteurs loin à l'arrière, à l'usine. Mais le système soviétique fonctionne différemment. Les réparateurs examinent la blessure de la machine. Traversant dans le moteur, râle le chef en éclairant le trou avec une lampe de poche. Le diesel est touché? Non, c'est passé au-dessus. Les radiateurs sont déchirés. Vassia, tire une plaque de celui qui a brûlé là-bas. Coupe un morceau. On soude une rustine. On brase les radiateurs. D'ici le matin, il doit rouler. Une terrible chirurgie commence. Directement dans le champ, sous le sifflement des balles perdues, le chalumeau découpe le blindage d'un char mort pour le greffer à un vivant. Les étincelles de soudure dans la nuit sont une cible parfaite pour les tireurs d'élite. Alors on soude sous une bâche, en suffoquant dans la fumée toxique d'un espace clos. Le char soviétique est conçu pour être réparé à la masse et au juron. Un galet cassé, on le prend sur le cadavre voisin, on le met ici. Boîte bloquée, on enlève le couvercle, on jette les éclats d'engrenage, on verse de l'huile, on ferme. Ça fait du bruit? Oui. Ça vibre? Oui. Mais ça roule et ça tire. Et maintenant, regardons le côté allemand. Voici un tigre. Puissant, invulnérable tigre. Il a juste un galet cassé. Mais les ingénieurs allemands, à la recherche de la fluidité de marche, ont utilisé une suspension en quinconce. Les galets se chevauchent sur plusieurs rangées.
Pour changer un galet interne, il faut enlever 4 galets externes. Dans les conditions d'un champ boueux, sous le feu, sans grue spéciale, c'est impossible. L'équipage du Tigre est assis près de sa machine intacte, redoutable, mais immobilisé, et pleure d'impuissance. Ils savent, s'il recule, ce char devra être dynamité. 60 tonnes d'acier de haute technologie, 6 mois de travail d'usine, des millions de Reichsmark se transforment en tas de ferraille à cause d'une seule pièce impossible à changer sur le terrain. Le dialogue des techniciens allemands est plein de désespoir. « Hans, la grue ne viendra pas. Le pont est détruit. On ne peut pas abandonner la machine. Elle a juste un galet cassé. Le canon est intact. Le moteur tourne. Ordre de repli. Place la charge thermique dans la culasse. Maudite boue russe. Maudite ingénierie. La technique allemande meurt une fois. La technique soviétique meurt et ressuscite plusieurs fois. Un seul et même T-34 peut être touché 3 fois par mois. 3 fois, on le tire du champ de bataille avec des tracteurs. 3 fois, on soude les trous. On lave le sang de l'équipage à l'intérieur. On met de nouveaux hommes et on le renvoie. Les Allemands les appellent avec horreur les chars zombies. Ils voient sur le blindage des machines qui attaquent les cicatrices de leurs propres obus. Nous l'avons tué la semaine dernière. Je me souviens de cet impact sur la tourelle. Pourquoi est-il encore là? C'est une guerre de ressources, où la logistique de la réparation est plus importante que le calibre du canon. Les bataillons de réparation soviétiques remettent en service jusqu'à 70% de la technique touchée. Ce sont des centaines de machines par jour. C'est une armée blindée entière qui ne demande pas de production, mais seulement de la soudure et des pièces de rechange. À Koursk, cette différence de philosophie devient fatale. Les divisions allemandes fondent. Chaque Ferdinand ou Panthère perdue est une perte irremplaçable. Il faut attendre les renforts d'Allemagne pendant des mois. Le chemin de fer est surchargé, les partisans font sauter les voies. Et les régiments russes sont complétés sur place. Les brigades d'usine arrivent au front par trains entiers. Elles apportent des moteurs prêts, des transmissions, des canons. L'atelier de campagne ressemble à une succursale de l'enfer. De la boue jusqu'aux genoux, mélangée à de l'huile moteur et du mazout. Les hommes ne dorment pas pendant des jours. Les visages sont gris, les yeux rouges. On porte des pièces très lourdes à la main, en utilisant des leviers faits de bouts de tuyaux. « Allez, pousse !» hurlent les hommes, en rentrant une barre de torsion à coups de lourds marteaux. Le tintement du métal couvre la canonnade. Ici, pas de réglage fin. Ici, agit la loi de la force brute. « C'est rentré! C'est rentré! Serre les écrous tant que c'est chaud !» 1 heure plus tard, le char, tressautant et crachant de la fumée, rampe vers le front. Sur son flanc, une soudure fraîche, pas encore peinte, brille comme de l'argent sur fond noir. C'est cela la victoire de la doctrine de la simplicité. Les Allemands ont créé une arme pour une guerre idéale, où il y a des bases d'approvisionnement, des grues et du temps. Les Soviétiques ont créé une arme pour la guerre réelle, pour une guerre où la boue bouche toutes les fentes, où il n'y a pas de pièces de rechange, et où le mécanicien est un tractoriste d'hier qui sait réparer la technique avec ce qu'il a trouvé sous ses pieds. Dans des milliers de rapports de la Wehrmacht de cette période, transparaît une seule pensée. Nous détruisons leur technique, mais leur nombre ne diminue pas. C'est un sentiment de désespoir. Tu tires dans un mur, le mur s'effondre, mais derrière lui en pousse un nouveau, encore plus épais, encore plus grossier. La ferraille sur les champs de bataille n'est pas un déchet pour l'économie soviétique. C'est une ressource. Des équipes spéciales de récupération ramassent tout. Les chars allemands, leurs propres chars, les débris d'avions, tout sert. L'acier allemand est refondu pour en faire des obus soviétiques. Le cycle du métal dans la nature de la guerre. Vers la fin de 1943, il devient clair. Les bêtes allemandes, invincibles, tigres et panthères, ont perdu.
Elles n'ont pas perdu parce qu'elles étaient plus faibles, elles étaient plus fortes. Mais elles étaient trop complexes pour ce monde. C'étaient des divas exigeant des soins. Le T-34 était un soldat rustique qui pouvait combattre avec un poumon perforé et sur une seule jambe. Ce sont précisément ces machines, blessées, rapiécées, effrayantes avec leurs grossières rustines sur les flancs, qui commencent à chasser la Wehrmacht vers l'ouest. Le nœud logistique se resserre. Le temps du produit unique est révolu. Le temps de la résurrection de masse est arrivé. Été 1944. Les marais biélorusses, que les stratèges allemands considéraient comme infranchissables pour la technique lourde, commencent à trembler. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est une résonance. Des milliers de moteurs diesel, tournant au ralenti dans les massifs forestiers, créent un bourdonnement à basse fréquence qui fait vibrer l'eau des flaques et tomber les aiguilles des pins. L'opération Bagration n'a pas encore commencé, mais l'air est déjà électrisé par la tension de millions de chevaux prêts à rompre leur chaîne. Si auparavant l'offensive soviétique était une rupture de barrage, c'est maintenant une inondation globale, un tsunami industriel. Sur les voies ferrées vers l'ouest, circulent non pas des convois isolés, mais un ruban ininterrompu de transporteurs. Les intervalles sont réduits à la limite de la sécurité. Les aiguilleurs dans les gares ne dorment pas pendant des jours, laissant passer ce flux infini de métal. Sur les plateformes ouvertes, de nouveaux T-34 avec un calibre de 85. Les tourelles sont devenues plus grandes, les canons plus longs. Ce ne sont plus les chevaux de trait de 41, ce sont des prédateurs aux crocs acérés, capables de percer le blindage frontal des tigres. Dans les états-majors allemands règne un silence sinistre. Les cartes sur les tables des officiers rougissent du nombre de marques d'unités soviétiques. Le renseignement rapporte une concentration de techniques qui dépasse l'entendement. « C'est une erreur », dit nerveusement un colonel allemand en essuyant son monocle. « On ne peut pas rassembler autant de chars sur un seul secteur. Ils manqueront de carburant. »« Ils ont du carburant, Herr Colonel », répond doucement l'aide de camp. « Ils ont tout. Ils ont posé des pipelines au fond des lacs. Ils ont construit des chemins de ronda à travers les marais en une nuit. Ce n'est pas une armée. C'est une fourmilière qui a décidé de nous balayer. » Et le barrage cède. Le 23 juin, l'horizon s'embrase. Une préparation d'artillerie d'une telle densité que le paysage change jusqu'à être méconnaissable. Et ensuite vient l'acier. Les mitrailleurs allemands, habitués à faucher l'infanterie, voient devant eux un mur de blindage. Les chars n'avancent pas en coin ni en colonne. Ils avancent en avalanche. D'un bout à l'autre du champ de vision, seulement des tourelles vertes avec des étoiles rouges et des bandes blanches d'identification aérienne. Dans cette phase de la guerre, la qualité de la technique allemande perd définitivement son sens face à la quantité soviétique, multipliée par une maîtrise accrue. Un Tigre peut détruire 5 T-34, mais 20 sortent face à lui. Pendant qu'il tourne sa lourde tourelle, pointant son canon sur l'un d'eux, 3 autres lui entrent déjà dans les flancs. C'est la chasse d'une meute de loups contre un ours. L'ours est fort, mais la meute est infinie. À l'arrière, au poste de commandement, les généraux soviétiques regardent la carte. Maintenant, leur dialogue sonne différemment. La nervosité de 41 a disparu. La tension de 42 s'est envolée. Est apparue l'assurance froide et calculatrice de contremaîtres qui savent exactement combien de briques il faut pour construire un mur, et qui ont une montagne de briques. Le commandant du front, Rokossovski, se tient au-dessus de la carte, quadrillée de flèches bleues et rouges. « Camarade commandant, on signale un manque d'obus dans les unités avancées du corps », rapporte l'officier de liaison. Rokossovski ne se retourne même pas. « Transmettez au commandant de corps qu'il n'économise pas.
Les trains sont au déchargement. Qu'ils frappent par zone, qu'ils labourent chaque buisson. Nous avons maintenant plus de métal que les Allemands n'ont de terre. Bien reçu, ne pas économiser. Plus de métal que de terre. Cette phrase devient la devise de l'année 44. L'industrie soviétique a atteint son pic de puissance. Les usines évacuées en 41 se sont enracinées dans la terre de l'Oural, se sont entourées de nouvelles infrastructures et fonctionnent maintenant comme un mécanisme de destruction parfaitement huilé. Chaque mois, le front reçoit des milliers de nouvelles machines. Les pertes ne sont plus une tragédie. Les pertes sont juste une statistique, une colonne dans un rapport, qui est immédiatement comblée par de nouvelles livraisons. Le groupe d'armées centre-allemand, colonne vertébrale du front de l'Est, cesse d'exister en 2 semaines. Il ne recule pas. Il est broyé. Il est aspiré sous les chenilles de cette armada d'acier. Les routes sont encombrées de techniques allemandes abandonnées. Les Panthères sont en panne sèche. Les Ferdinand sont abandonnés sur panne. La grande machine allemande s'est arrêtée parce qu'elle n'avait plus de ressources. Et devant ces monuments au génie technique allemand, en cliquetant et en crachant des nuages de fumée bleuâtre, filent vers l'ouest des milliers de chars soviétiques. À ce moment, la psychologie de la guerre change. Le tankiste soviétique cesse de se sentir victime. Il sent derrière lui la puissance d'un empire industriel géant. Il sait, s'il est touché, son équipage passera sur une nouvelle machine dès le lendemain. « Regarde, Sergueï, combien ils sont !» crie le chargeur en regardant par l'écoutille en marche. « Jusqu'à l'horizon !»« C'est la force, frérot !» répond le commandant en ajustant son casque. « Maintenant, on ne va plus les écraser par le talent, mais par le poids. On va juste les étaler. » En janvier 1945, le rapport de force devient grotesque. Sur la direction Vistule-Oder, face à une poignée de fanatiques et au reste des divisions d'élite de la Wehrmacht, se dresse une force impossible à arrêter physiquement. Près de Berlin, la densité d'artillerie et de chars au kilomètre de front atteint de telles valeurs que les soldats allemands n'ont simplement nulle part où cacher leur tête. Un membre du Volkssturm, un vieillard avec un Panzerfaust, regarde depuis un sous-sol dans la banlieue d'une ville allemande. Il voit la rue. Et toute la rue est bouchée par l'acier. Les chars lourds IS-2, Joseph Staline, avec leurs monstrueux canons de 122 mm, emportent des étages entiers d'immeubles d'un seul coup. Les obus de ces monstres arrachent les tourelles des chars allemands avec leurs couronnes. Ce n'est plus une guerre de machines, c'est un massacre. Ils ne finissent jamais, murmure le vieillard, en baissant son arme. Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas une armée, c'est une sauterelle de fer. La stratégie allemande, bâtie sur l'économie, la précision et le calcul, se brise contre la philosophie de l'excès. Pourquoi viser une embrasure si on peut faire s'écrouler toute la maison? Pourquoi contourner un nœud de défense si on peut le raser avec l'artillerie et le repasser avec les chenilles des chars lourds? Le tsunami industriel recouvre l'Europe. Berlin sent déjà le tremblement de terre. Ce tremblement est le travail de milliers de presses à Nijni Tagil, Tcheliabinsk, Sverdlovsk. Elle continue d'emboutir la mort sans ralentir le rythme une seule seconde. L'inertie de ce volant est telle que seul l'océan Pacifique peut l'arrêter. Ou la capitulation totale de l'ennemi. Dans le wagon d'état-major de Zhukov, qui se dirige vers la capitale allemande, un phonographe joue doucement. Le maréchal regarde par la fenêtre les convois infinis de chars couverts de bâches qui défilent. « Transmettez à Moscou », dit-il à son aide de camp, sans détacher son regard de la fenêtre. « Qu'ils préparent le feu d'artifice et qu'ils transmettent au directeur d'usine. Ils ont déjà gagné leur guerre. Maintenant, c'est à nous de jouer. » L'avalanche est arrivée au repère de la bête. Les portes d'acier se referment. Pas d'issue. La mathématique de la victoire achève sa démonstration. Automne 1944.
quartier général du commandement suprême de l'armée de terre à Zossen. Ici, dans de profonds bunkers en béton protégés des bombes par une couche de plusieurs mètres de terre et d'acier, règne le silence. Il pèse sur les oreilles, plus fort que le fracas de la canonnade sur la Vistule. Ici, pas de boue, pas de poux, pas d'odeur de chair brûlée. L'air est conditionné, purifié et stérile. Les officiers d'état-major marchent sans bruit sur des tapis, se passant des dossiers marqués « Top secret ». Mais dans leurs yeux, le vide. Le colonel général Heinz Guderian, créateur des forces blindées allemandes, l'homme dont les théories du Blitzkrieg ont jadis mis l'Europe à genoux, est assis à une lourde table en chêne. Devant lui, pas de carte des opérations. Devant lui, le rapport consolidé du ministère de l'armement du Reich. Ce document est plus effrayant que n'importe quelle attaque de chars soviétiques. C'est la preuve mathématique de la mort du Reich. Guderian prend la feuille. Le papier est épais, coûteux. La police de la machine à écrire est impeccable. Mais les chiffres imprimés dessus hurlent. 79 000, prononce-t-il à voix haute. Sa voix sonne sourdement dans le bureau lambrissé. En face est assis le chef de l'état-major de la conduite des opérations, Alfred Jodl. Il ne lève pas les yeux de ses papiers, mais sa main tenant un crayon se fige. Qu'avez-vous dit, Heinz ? 79 000 chars. C'est ce que l'Union soviétique a produit ces 3 dernières années. Et nous ? Nous en avons fait 27 000. Guderian jette le rapport sur la table. Les feuilles volent, brisant l'ordre idéal de la chancellerie d'état-major. 3 contre 1 en chiffre absolu, Alfred. Mais sur les axes principaux d'attaque, le rapport atteint 10 contre 1. Nous n'avons pas perdu cette guerre sur le champ de bataille. Nous l'avons perdue dans les ateliers. C'est le moment de vérité. Le moment où le génie militaire allemand, élevé avec Clausewitz et Moltke, se heurte à une réalité qu'il méprisait. Il croyait que l'esprit triomphe de la matière, que la tactique est plus importante que la logistique, qu'un tigre allemand avec un équipage expérimenté vaut 20 T-34 russes. Au sens tactique, c'était souvent vrai. Mais au sens stratégique, cela s'est avéré une erreur fatale. La guerre est passée dans une phase où la maîtrise individuelle se dissout dans la statistique des grands nombres. Nos rapports du front le confirment, continue Guderian en se levant et en s'approchant de la carte où les flèches rouges approchent déjà des frontières du Reich. Les Russes n'économisent pas la technique. Ils utilisent les chars comme du consommable, comme des obus. Nous protégeons chaque machine. Nous créons des bases de réparation. Nous évacuons les tigres touchés sous le feu. Et eux, ils envoient simplement un nouveau train. Jodl retire ses lunettes et se frotte l'arête du nez. Il a l'air vieux et fatigué. Le Führer est persuadé que la nouvelle arme miracle changera le cours de la guerre. Les avions à réaction, les nouveaux chars lourds, Tigre Royal. Le Tigre Royal, l'interrompt Guderian, et sa voix vibre d'une bile non dissimulée. Encore plus lourd, encore plus complexe, encore plus cher. Nous en faisons 50 par mois. Et les Russes, à Nijni Tagil, font 50 chars par quart. Nous essayons d'arrêter une inondation en construisant un barrage en cristal. Oui, le cristal est dur. Oui, il est beau. Mais le flot d'eau passera simplement par-dessus et le brisera contre les pierres. Dans ce bureau se produit l'effondrement de toute une philosophie. La stratégie allemande était bâtie sur le concept de l'arme de qualité. Le meilleur acier, la meilleure optique, les meilleurs ingénieurs. Cela fonctionnait tant que la guerre était courte. Mais quand la guerre s'est transformée en marathon d'usure, la qualité est devenue un fardeau. La complexité est devenue l'ennemi. Le char allemand exigeait de l'essence à haut indice d'octane,
de l'huile synthétique, des additifs spéciaux, des mécaniciens qualifiés et un énorme jeu d'outils spéciaux. Le char soviétique exigeait du gazole, une masse et un gars du kolkhoze qui s'était assis aux commandes la veille. Le système allemand était fragile. Le système soviétique était rustique, primitif, mais absolument increvable. Guderian s'approche de la fenêtre. Derrière la vitre blindée, la forêt automnale. « Nous avons ri de leurs usines, dit-il doucement, comme se parlant à lui-même. Nous les avons qualifiées de primitives. Nous disions qu'ils avaient une faible culture de production. Mais regardez la vérité en face. Ce primitivisme est justement leur génie. Ils ont enlevé tout ce qui gêne la production. Ils ont créé un convoyeur de mort. Et nous jouons encore au tournoi de chevalerie, polissant nos armures, pendant que l'ennemi nous lapide. Les rapports du renseignement achèvent les restes d'espoir. Les usines de l'Oural tournent à plein régime. L'approvisionnement en énergie n'est pas perturbé. Le flux de matières premières est stable. C'est une condamnation. Les espoirs que l'économie de l'URSS s'effondre se sont évanouis. Elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est trempée comme l'acier et a pris une inertie impossible à arrêter. Le dialogue dans le bunker passe à l'analyse des causes. Nous nous sommes trompés dans l'évaluation de leur école d'ingénieurs, admet Yodel. Nous pensions que Kochkine et Morozov n'étaient que des copistes, mais ils ont compris l'essence de la guerre moderne mieux que nous. Ils ont compris que le mieux est l'ennemi du bien. Leur char vit exactement le temps nécessaire pour amortir sa production. Notre char vit plus longtemps, mais coûte 10 fois plus cher. Économiquement, nous sommes en faillite. Le silence dans le bureau devient assourdissant. Ce n'est pas un silence de calme, c'est un silence de morgue. Les généraux comprennent. Les ordres qu'ils donnent aux troupes, tenir la position, contre-attaquer, résister à mort, c'est l'agonie. La guerre est déjà finie. Elle n'a pas fini quand le soldat soviétique a franchi la frontière du Reich. Elle a fini quand le convoyeur soviétique a atteint sa capacité nominale et que le convoyeur allemand s'est noyé dans ses tentatives de créer l'idéal. Sur la table repose une photo d'un T-34 détruit. On voit sur sa tourelle des soudures grossières, une surface de moulage inégale. Guderian regarde avec haine et respect. Ce morceau de ferraille laid nous a vaincus, Alfred. Pas les généraux, pas les commissaires. C'est l'acier brut, non traité, de masse, qui nous a vaincus. Les usines ont vaincu les états-majors. La prise de conscience de la défaite ne vient pas par la douleur des blessures, mais par les chiffres froids. 27 000 contre 79 000. Cette fraction est l'épitaphe du Troisième Reich. Le génie de l'ingénierie allemande s'est piégé lui-même dans le piège du perfectionnisme, dont il n'y a pas d'issue. Ils ont créé les meilleures machines du monde pour une guerre qui n'existait plus. Et les Russes ont créé des machines pour la guerre qui avaient lieu réellement. Yodel prend un stylo pour signer un énième ordre insensé de transfert de réserves inexistantes. La plume crisse sur le papier. Ce son ressemble au grincement d'une pelle creusant une tombe. Que faisons-nous, Heinz? Guderian met sa casquette. Son visage se pétrifie. Faire son devoir jusqu'au bout. La machine est lancée, et elle ne s'arrêtera que quand il n'y aura plus de carburant. Ou de sang. Il sort du bureau. La porte se ferme avec un son lourd et sourd, les coupant du monde extérieur. Mais ils savent, le monde extérieur, fait de fracas de chenilles et de cliquetis de culasses, est déjà sur le seuil. Et ce monde parle russe. L'arithmétique de la guerre a terminé ses calculs. La réponse est obtenue. Et cette réponse
est sans appel. Il ne reste plus qu'à regarder jusqu'au bout ce final sanglant, dont le scénario n'a pas été écrit dans les états-majors, mais dans les ateliers d'usine de Nijni Tagil et de Tcheliabinsk. Mai 1945. Le silence qui suit la prise de Berlin est assourdissant. Mais la guerre n'est pas finie. Elle a simplement changé de forme. Maintenant que les canons ont refroidi, commence la bataille des esprits. La bataille des ingénieurs, des analystes et des historiens. Sur les polygones d'Aberdeen, de Bovington et de Kubinka, les machines capturées et alliées sont démontées jusqu'à la dernière vis. Dans un hangar du centre de recherche britannique se trouve un T-34. Autour de lui marchent des gens en blouse blanche. Ils ne le regardent pas comme un allié. Ils le regardent comme un phénomène technique. À côté se trouve un panthère. Le contraste saute aux yeux. La machine allemande est une ingénierie complexe, élégante, surchargée. La machine soviétique est un marteau. L'expert britannique ouvre la trappe du conducteur mécanicien du T-34. Il passe le doigt sur le bord du blindage. Il est tranchant, non traité. « Mon Dieu, regardez ça », dit-il à un collègue. « Comment ont-ils pu combattre là-dessus? Il n'y a même pas de revêtement intérieur. La soudure est si grossière qu'on peut s'écorcher. Les leviers sont durs. » À côté se tient un constructeur allemand prisonnier. On l'a amené pour des consultations. Il regarde le Britannique avec un sourire fatigué. « Vous regardez le confort, sœur, mais regardez la transmission. Oui, elle fait du bruit, mais on peut la réparer dans la forêt. Regardez le diesel, il est en aluminium. Nous n'avions pas autant d'aluminium. Eux, si. Mais la qualité d'assemblage, grimace le Britannique. La qualité d'assemblage n'a pas d'importance quand vous êtes 10 contre 1. Cette machine n'est pas un transport, c'est un projectile. Et il a atteint sa cible. Alors que nos panthères sont restés de la belle ferraille sur les bas-côtés. Le monde commence à réaliser la terrible leçon de cette guerre. La victoire n'est pas revenue à celui qui a créé la machine la plus complexe. La victoire est revenue à celui qui a créé la machine la plus technologique. Le T-34 change la notion même de qualité. Auparavant, la qualité était synonyme de longévité et de précision. Désormais, la qualité est devenue simplicité, réparabilité et production de masse. Les analystes du Pentagone et du ministère britannique de la guerre rédigent des rapports. La conclusion est unique. L'Union soviétique a créé la plateforme idéale pour la guerre totale. Les constructeurs Kochkin et Morozov, sans le savoir, ont posé les principes qui deviendront 20 ans plus tard la base de l'économie mondiale. Les principes de l'unification maximale. Les principes du refus de tout superflu. Les principes selon lesquels le mieux est l'ennemi du bien. Regardez l'histoire de l'industrie d'après-guerre. Vous verrez l'ombre du T-34 dans les endroits les plus inattendus. Wolfsburg, Allemagne. Usine Volkswagen. Ligne d'assemblage de la coccinelle. La même philosophie. Bon marché, simple, réparable, aucun excès. Une voiture pour le peuple, comme un char pour le soldat. Les ingénieurs allemands, ayant survécu à l'effondrement de leur technique militaire complexe, ont assimilé la leçon de la cruelle école russe. Pour conquérir le monde, économiquement cette fois, il ne faut pas faire un produit d'élite, mais un produit de masse. Japon, usine Toyota. Système de production Lean. Lutte contre le gaspillage. Exactement ce qu'on faisait en évacuation à Nijni Tagil quand on retirait 900 pièces superflues de la construction. La nécessité soviétique a engendré un minimalisme génial. Les Japonais l'ont élevé au rang d'absolu et l'ont appelé leur philosophie. Mais les racines de cette philosophie se trouvent dans les ateliers gelés de l'Oural, où chaque heure superflue d'usinage d'une pièce coûtait une vie.
Le dialogue de deux historiens de la technique, des décennies plus tard, résume tout. Le T-34 est-il le meilleur char de la guerre? Si on regarde les caractéristiques de duel, non. Le Panthère était plus fort, le Tigre était plus puissant, le Sherman était plus confortable. Mais si on regarde selon le critère coût-efficacité, oui, c'est le champion absolu. C'est une Kalachnikov sur chenille. Quel est son secret principal? Le fait qu'un adolescent pouvait le fabriquer et un kolkhozien le réparer. La technique allemande ne pouvait être fabriquée que par des maîtres. Dans une guerre d'usure, les maîtres disparaissent les premiers. Les adolescents grandissent et les kolkhoziens apprennent. L'école soviétique de construction de chars a prouvé l'utilitarisme n'est pas la pauvreté. C'est la forme supérieure de la pensée technique. Créer du complexe, n'importe quel imbécile peut le faire. Créer du simple, seul un génie le peut. Le T-34 est resté dans l'histoire non seulement comme l'arme de la victoire, mais comme le symbole du triomphe de la réalité sur les ambitions. Nous retournons en pensée en arrière, dans ces ateliers. Maintenant, c'est peut-être calme là-bas. Ou bien il y a de nouvelles machines à commande numérique. Mais les murs se souviennent. Ils se souviennent du crissement du métal, de l'odeur de brûlé, du froid qui faisait craquer la peau, et de ce rythme inhumain. Les adolescents qui se tenaient sur des caisses d'obus pour atteindre les manettes des machines ont accompli un exploit égal à celui du front. Ils n'ont pas tiré. Ils ne sont pas allés à l'attaque à la baïonnette. Mais ce sont eux qui ont brisé l'échine de la Wehrmacht. Ils ont gagné le duel des convoyeurs. Ils ont prouvé que la volonté du peuple, multipliée par l'acier simple, est plus dure que n'importe quel alliage de croupe. Leurs noms ne sont pas écrits sur le blindage. Sur les tourelles, on écrivait « Pour la patrie »,« Pour Staline »,« Vengeur ». Mais chaque maillon, chaque boulon, chaque cordon de soudure est leur autographe. L'autographe d'une génération qui n'a pas connu d'enfance, mais qui a sauvé l'avenir. Quand vous regardez un T-34 sur un piédestal, ne le regardez pas comme un monument. Les monuments sont morts. Regardez-le comme un mouvement figé, comme un concentré d'énergie né dans la douleur, passé par l'enfer et sorti vainqueur. Son blindage grossier est la peau de la guerre. Sa tourelle étroite est la concentration de la volonté. Son diesel simple est le cœur qui battait à l'unisson avec le cœur d'un immense pays. Le Tigre allemand, aujourd'hui, est une pièce de musée suscitant l'admiration par sa complexité, comme une horloge ancienne. Le T-34 est une histoire vivante. Une machine qui est encore en service dans certains pays. Une machine qui a défini le visage du XXe siècle. L'ombre de cet acier soviétique grossier a couvert le siècle. Elle a montré qu'au moment critique de l'histoire, ce n'est pas le plus beau, le plus riche ou le plus raffiné qui survit. Celui qui survit est celui qui est capable de serrer les dents, de rejeter tout le superflu et de faire son travail, vite, beaucoup et jusqu'au bout. C'était une conversation d'hommes, sèche, une conversation sur le fer et le sang, sans larmes, sans pathos, juste des faits. Et le fait principal reste inchangé. Quand le monde s'effondrait, ce ne sont pas des mécanismes idéaux qui l'ont retenu au bord du précipice, mais les mains rugueuses des ouvriers et un acier simple et fiable.